J'avais deux questions. La première, c'est pourquoi finalement est-ce qu'on s'intéresse à Philippine plutôt qu'à Jeanne qui semblait être la première personne à avoir le problème? Alors, est-ce que c'est une question de la direction? Voilà, c'est le manager, donc on forme le manager, enfin, ou on coach le manager. Et puis, je comprends effectivement qu'il faille changer la relation où on a quand on est manager, on peut être bienveillant, mais il faut être directif aussi. Donc ça, j'ai bien compris. Mais le sabotage bienveillant, cette notion-là, je suis passée à côté. C'est Alors, normal. je propose Olivier, tu veux répondre? ouais, D'accord. Olivier, peut-être tu peux répondre à la première Alors, question. La deuxième, je pourrais vous lire alors, l'extrait du bouquin qui répond sur la technique du sabotage bienveillant. C'est ici. Ouais. Ok, donc c'est une alors, technique en là, fait, hein. D'accord. oui, c'est une technique, c'est pour ça que je ne l'avais pas détaillé volontairement. Pour votre première question, Laïla, c'est vraiment un des éléments méthodologiques très importants de notre approche, qui est de pouvoir responsabiliser les gens avec qui nous travaillons quand on arrive dans un système, qu'on met en place, met en œuvre une intervention. Donc, nous les responsabilisons et pouvoir, et la fonction même du diagnostic opératoire dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'on va identifier les gens qui sont mobilisables pour pouvoir s'engager dans un processus de leur plein gré, on va dire. Hein. Et donc, c'est avec eux qu'on va pouvoir orienter le travail. Comme on travaille sur des relations, du coup, on va travailler sur des gens sur la base de volontariat, en tout cas des gens qui sont en demande, et on va pouvoir du coup travailler avec eux quelque chose qu'ils vont pouvoir faire différemment dans la relation. Alors, comme j'avais précisé dans le cas, il se trouve que Jeanne, quand elle a été rencontrée, elle n'était pas du tout mobilisable. Elle considérait elle était dans son bon droit et qu'elle n'avait pas besoin de voir un psy, qu'elle était tout à fait, que c'était la hiérarchie qui déconnait. Et donc, elle ne voulait absolument pas bouger. Et donc, nous ne l'avons pas mise en contrainte pour l'obliger à faire quelque chose. On l'a laissée là où elle était et on a pu travailler de manière indirecte sur elle à travers celle qui était la plus mobilisable. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, si, oui, très bien. Ok. D'accord. Oui, Ok, oui, très bien. parfaitement. Je Et voudrais alors, peut-être oui, ajouter d'ailleurs à ce sujet que dans cette situation, hein, Philippine, elle était en souffrance, hein, sauf que c'était pas une souffrance qui était, on va dire, validée par la médecine. Mais c'était une souffrance et une énorme inquiétude parce que, et vous pourrez en lisant le livre découvrir toute l'inquiétude et la perte finalement de contrôle sur son rôle et son statut, avec à ce moment-là le fait de voir que son attitude, vous voyez, très amicale, était également celle qu'elle engageait avec les autres membres de l'équipe. Et elle sentait que les autres membres de l'équipe commençaient à en avoir vraiment, mais plus que ras-le-bol, de devoir compenser tous les manquements, toute la désorganisation. Et elle sentait qu'on commençait à la remettre en cause. Alors déjà qu'elle était remise en cause par Jeanne, qu'elle était finalement remise en cause par sa propre hiérarchie, là, elle sentait que de plus en plus, elle était mal. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est trouvée mobilisable, sachant que toutes nos interventions nous amènent à faire des choses pour que les personnes qui sont mobilisables puissent se relier autrement à leur contexte. Et donc, c'est quand même des efforts, parce que c'est pas nous, on n'a pas des baguettes magiques, et c'est pas simple de mobiliser quelqu'un. Donc, même quelqu'un, vous voyez, qui peut présenter des symptômes extrêmement coûteux pour cette personne, et notamment somatiques, eh bien, cette personne-là, si vous en faites l'expérience, et souvent les élus finalement sont porteurs de cette plainte-là. Hein, ils recueillent la plainte de salariés, ils s'inquiètent énormément parce que ça peut aller jusqu'à des propos où les gens vont dire moi si ça continue comme ça, il faudra quoi que pour obtenir quelque chose, être écouté, que je me suicide. Il faudra, vous voyez ça. Et tout d'un coup, quand vous recevez ça, vous avez évidemment envie d'agir. Et bien souvent, que nous disent les élus, c'est que dans cette situation-là, paf, au moment de pouvoir agir auprès de la direction, auprès du CHSCT, etc., bien souvent, les gens disent « Non, je t'ai dit ça dans la stricte confidentialité et je ne veux pas que vous relayiez ».
Ok, j'espère que ça répond à votre première question. Pour la deuxième question, Leïla, je vous partage un petit bout de notre secret que vous trouverez dans le bouquin, que je vais vous lire. En fait, ça va être plus simple parce que c'est l'extrait du bouquin sur ce dernier chapitre qui est un chapitre pour nous crucial sur les problématiques d'autorité et les modèles d'autorité, fonctionnels ou dysfonctionnels. Et qu'est-ce que ça dit? On est dans le chapitre sur Philippine et Jeanne et on dit qu'ainsi, quand un manager voit son autorité altérée et s'inquiète de perdre complètement la maîtrise de son rôle et que sa manière d'y faire face se réduit à une logique rationnelle ou moralisatrice, cette technique du sabotage bienveillant se révèle être une aide précieuse. Dans le cas de Philippine, ce qui est décisif dans la réussite de sa tâche, c'est d'éviter de se justifier. C'est ce que pour certains parents s'y retrouveront. En tout cas, je connais bien le problème. Elle ne doit ni s'expliquer, ni essayer de donner des solutions, laissant de cette façon la place pour que Jeanne puisse trouver une solution par elle-même. Et que nous dit le sabotage bienveillant? En fait, il nous vient il y a bien longtemps, en 1986, un des premiers bouquins fondateurs de notre école de pensée, qui s'appelle Tactique de changement, ce que les apprenants de notre école connaissent bien, puisqu'on travaille sur ce bouquin. Et il a été écrit par Dick Fish, John Whitland et Siegel, et il dit qu'il est appliqué dans de nombreuses situations. Au départ, c'était dans des situations de famille. Cette technique est présentée comme une épée magique donnée aux parents dans le livre Tactique de changement, dans les situations où ils ont peur de perdre le contrôle dans leur rôle. Les auteurs la présentent de cette façon. Cette technique à laquelle nous donnons le nom de sabotage bienveillant consiste donc à demander aux parents de faire désormais en sorte que les actes de leurs enfants soient suivis de conséquences bien réelles plutôt que de simples sermons. Ces conséquences devront avoir l'air accidentelles. Et lorsque leur enfant leur posera des questions à cet égard, les parents seront censés s'excuser en disant « Oh, mais je suis vraiment désolé qu'il y ait eu hier soir des miettes dans ton lit. Quand j'ai rangé ta chambre, je devais être en train de prendre mon petit déjeuner. J'ai dû aller et venir avec ma tartine. J'essaierai de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. » Voilà. Si vous voulez en savoir encore plus, eh bien, achetez le livre. Voilà, je ne peux pas… Et puis, pour vous amuser, oui, si je peux rajouter, pour vous amuser, Grégoire, on peut citer le film Tanguy, qui donne de nombreuses illustrations de sabotage bienveillant des parents de Tanguy, pour que Tanguy, qui a 28 ans, puisse conquérir son autonomie en dehors du douillet nid familial.